Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur YouTube Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport et de l'EPS. Avant tout, je voudrais à toutes et tous vous souhaiter une excellente année 2026, pleine de santé et de beaux projets. Vous êtes presque 4200 en France et à l'étranger à nous suivre, à nous soutenir. Alors, merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le sociologue François Leyondre pour son nouvel ouvrage Passion précaire, sociologie des éducateurs sportifs, publié dans la collection que je co-dirige, Artois Presse Université, la collection Liens social et vulnérabilité. Bonjour François. Bonjour. François, merci d'accepter cette invitation. Alors, avant de nous présenter ton ouvrage, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis François Leyondre, donc je suis maître de conférence à l'université de Rennes 2. Je travaille en sociologie du sport au laboratoire VIPS que je dirige depuis 2 ans. Bon, je peux présenter rapidement mes travaux. Je travaille depuis plusieurs années sur les usages du sport à finalité sociale, principalement à destination des publics en situation de vulnérabilité. J'ai longtemps travaillé sur les dispositifs sportifs à l'adresse des chômeurs de longue durée. J'ai aussi travaillé sur l'accueil des réfugiés par le sport en Europe. On a plus récemment travaillé avec quelques collègues du laboratoire sur l'accompagnement éducatif par le sport des jeunes placés sous main de justice. Voilà, donc tous ces travaux sur ce qu'on appelle aujourd'hui le sociosport, je les appréhende sous deux angles. J'essaie de voir quels sont les schémas politiques qui sont à l'œuvre derrière les usages du sport, qui souvent sont pensés comme neutres politiquement. Bah, derrière ces usages et leurs modalités pratiques, moi j'essaie de déceler les traitements politiques de ces questions que sont les questions d'emploi, les questions de migration, les questions de délinquance, pour montrer qu'en réalité il peut y avoir des approches idéologiques ou politiques qui se nichent dans ces différents usages du sport. Entendu, merci. Merci François. Alors, qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire une recherche et à la publier aussi, hein, spécifique, consacrée donc aux éducateurs sportifs? Oui, alors c'est une histoire un peu marrante puisque je n'avais pas l'intention de le faire initialement. C'est une proposition qui m'a été faite par une institution, hein, une direction régionale jeunesse et sport à l'époque, qui souhaitait avoir des explications sur le très fort turnover des éducateurs sportifs. Ils disposaient de données plutôt quantitatives, puisqu'ils avaient fait un travail avec l'INSEE. Ils avaient un peu de mal à s'expliquer le fait que les éducateurs sportifs restent peu dans le métier et qu'il y ait un tel turnover. J'étais un peu réticent parce que ça s'éloignait un tout petit peu de mes objets habituels. Et j'ai finalement été convaincu. Donc on a fait ce travail en réalisant une série d'entretiens. Ce qui m'a intéressé dès le début, c'est le fait d'interroger pas simplement des éducateurs sportifs en activité, mais aussi des professionnels qui étaient sortis du métier. Et eux, d'un point de vue statistique, ils avaient distingué ces deux grandes catégories de parcours continu et de parcours discontinu pour caractériser en fait les professionnels qui étaient sortis du métier. Ça m'intéressait parce que ça permettait de travailler sur les motifs de sortie Mhm. qui, à ma connaissance, a été peu fait. En fait, là, il y a toute une sociologie, hein, des éducateurs sportifs qui est assez complète. Il y a une littérature. Il y a des collègues comme Marina Honta, Samuel Jules, qui ont fait d'excellents travaux, Cécile Collinet. Bon, il y en a quelques autres. Je les mentionne pas tous. Mais donc, il y a une littérature intéressante, mais qui porte rarement sur les professionnels qui officiellement sont sortis du métier. Et dans le panel d'enquêtés qu'on a interrogé, en fait, on s'est rendu compte que ceux qui étaient officiellement sortis du métier avaient toujours un pied dans l'activité d'encadrement par le sport, en fait. Je pense par exemple à un éducateur sportif dans le football qui s'est reconverti comme cadre dans la fonction publique
mais qui continue d'avoir une activité d'encadrement auprès de jeunes dans un club de foot, avec des activités aussi dans la fédération, rémunéré d'une façon un peu officieuse, sous la forme de remboursement de frais de déplacement, etc. Et donc, il raconte que finalement, il a une activité beaucoup plus épanouie ou beaucoup plus épanouissante dans ce cadre officieux, avec une rémunération officieuse, plutôt que en exerçant de manière officielle son métier, avec des revenus un petit peu beaucoup plus limités, et puis avec des conditions de travail sur le plan temporel notamment qui n'étaient pas satisfaisantes. Donc, Mhm. donc c'est d'ailleurs ce premier cas qui a commencé à faire dévier le travail. C'est-à-dire qu'initialement, c'était simplement essayer de rendre compte des vécus subjectifs du métier et des motifs de sortie. Et puis au fil de l'enquête, j'ai découvert à quel point il y avait une précarité multidimensionnelle dont on parle très peu en fait. Et c'est ce premier constat là qui m'a définitivement emporté dans la démarche de recherche. Et je me suis dit que non seulement il y avait un sujet en sociologie, euh, à la fois parce que on en parle peu et que c'est important d'en parler, mais aussi qu'à travers le métier d'éducateur sportif, il y avait la possibilité de rendre compte de quelque chose de beaucoup plus transversal dans le rapport au travail contemporain. Mhm. C'est très clair, merci. Alors, quand tu as parlé de la sortie quelque part, de la cessation d'activité, ton travail repose sur 5 chapitres. D'ailleurs, vraiment, on suit la carrière, hein, vraiment, quasiment d'un point de vue quasi chronologique. Donc, se former, entrer dans le métier, s'identifier au métier d'éducateur sportif et éprouver le métier d'éducateur sportif. Euh, Quelles ont été pour toi peut-être tes plus grandes surprises ou tes analyses dont tu voudrais qu'on se souvienne peut-être autour de la précarité? Alors, il y a plusieurs dimensions. Je vais peut-être parler de ce qui m'a frappé quand j'ai été confronté aux données et aux discours des éducateurs sportifs. C'est la première forme en fait c'est peut-être même pas une précarité, mais la pénibilité physique dont on parle peu et qu'on imagine assez difficilement, puisque c'est du sport et que pour la plupart des individus, le sport c'est un espace de passion, de plaisir, de loisir, d'épanouissement, etc., et qu'on y associe aussi beaucoup de vertus morales et éducatives. On se rend difficilement compte que ceux qui encadrent les activités sportives le font constamment à titre professionnel, constamment, c'est-à-dire tous les jours, et que cette activité-là, dans certains contextes, hein, pas tous, parce que les contextes d'emploi sont très très variés, bah, physiquement, c'est déjà très difficile. Là, je pense Mmh. par exemple à un jeune éducateur sportif qui a arrêté d'ailleurs le métier au bout de 2 ou 3 ans et qui travaillait dans des salles de remise en forme et qui m'a raconté dans le menu détail ses journées, séance après séance, toutes extrêmement intenses, euh, et donc avec un rythme d'enchaînement très très soutenu, et qui me disait que la fatigue était d'abord hyper importante, mais ce qui m'a beaucoup intéressé là dans ce qu'il racontait, c'est que cette fatigue-là rendait quasiment impossible en fin de journée, sur les dernières séances qui pouvaient avoir lieu très tard, ça rendait quasiment impossible la mobilisation du corps. C'est-à-dire, à chaque fois, il se demandait comment je vais réussir à tenir. Et dès que la séance était partie, dès qu'il était devant ses participants, il racontait à quel point il oubliait la douleur parce Mmh. que il devait être dynamique, il devait être entraînant au sens littéral du terme, entraîner les participants. Et donc, les chaînes de perception du professionnel sont en quelque sorte performatifs, quoi. C'est-à-dire que il y a une telle attente de dynamisme, d'entraînement, d'enthousiasme, etc., que ça porte le corps dans l'action au point de faire oublier provisoirement la fatigue et que la fatigue s'accumule et qu'elle est ressentie encore plus intensément une fois la séance terminée. Et ça, de jour en jour, puis de semaine en semaine et de mois en mois. Et il raconte comment, à peine 25 ans, il passe ses week-ends en ne pouvant plus marcher, alors même que dès le lundi, il va falloir reprendre ce rythme-là.
Et ça m'a beaucoup frappé parce que c'est quelque chose qu'on imagine peu. C'est-à-dire qu'en fait, le métier d'éducateur sportif, on l'imagine comme un métier passion. On suppose aussi, et c'est le cas hein, pour certains, que on a la chance de faire de sa passion son travail, alors que la plupart des individus ont à distinguer les deux. Et donc, on imagine assez peu qu'il y ait cette pénibilité physique, quoi. Mhm. Et ça, alors, cette pénibilité physique, on la retrouve pas dans tous les contextes d'emploi. Là, je parle des salles de remise en forme. Mais ce cas-là, précisément, il met l'accent sur le fait que ce soit la pénibilité physique, que ce soit la difficulté de travailler quand les gens ne travaillent pas, puisque les gens font du sport en fin de journée ou le week-end, etc., ou d'autres formes de difficultés parmi les conditions de travail, ces difficultés sont quasiment indicibles. Et ça, c'est un petit peu le point de départ de l'ouvrage. C'est-à-dire que euh, il y a une citation que je vais rendre de manière très approximative d'un sociologue, d'un historien du sport qu'on connaît tous beaucoup, qui est Jacques de France, qui dit le sport fonctionne comme une espèce de monde social inversé où, alors je sais plus comment il exprime ça, la La peine peine est transformée en... on met en plaisir, etc. Et donc, en fait, on Mhm. pourrait décliner Mhm. cette citation. Le contrat de travail est transformé en une espèce de rapport de confiance. Euh, la contrainte ou les difficultés sont transformées en défis, en challenges, et ça traverse tous les discours des enquêtés. Et toutes ces difficultés, y compris la pénibilité physique, ne peut pas se dire dans ce cadre-là, puisque dans le sport et dans les métiers du sport, finalement, eh ben, on est dynamique, on est entraînant, On est heureux. on est heureux, on est Mhm. passionné. Et donc, dans ce contexte-là, la plainte ne peut pas exister, la revendication ne peut pas exister, le conflit avec l'employeur peut difficilement exister aussi, parce qu'on est dans un rapport qui est celui, encore une fois, de la confiance, de l'humain. On est dans le domaine du sport, on s'adresse souvent à des gens qui sont bénévoles quand on travaille dans une association. Donc on travaille avec des bénévoles qui donnent de l'argent. Et donc se plaindre et revendiquer des conditions de travail spécifiques, ça devient quasiment impossible. Mhm. Et cet aspect-là, qu'on voit d'une manière très prononcée chez les éducateurs sportifs, il me semble que ça caractérise en fait le rapport au travail qu'on a tendance à développer et qu'on a tendance à valoriser. C'est-à-dire, professionnellement, y compris chez nous, par exemple, en étant chercheur, nous avons la chance de faire un métier passion. Et donc, la plainte, la revendication s'exprime beaucoup plus difficilement parce que c'est d'abord une chance que de faire ce travail. Ouais. Euh, et donc, on attend des individus qu'ils soient épanouis, qu'ils se réalisent, qu'ils se construisent, qu'ils s'inventent, qu'ils donnent du sens à leur travail. Et on oublie, par exemple, l'idée que quand on a un contrat de travail, c'est d'abord un rapport, comment dire, de conflictuel au sens premier du terme, c'est-à-dire il y a un employeur, il y a un employé, c'est encadré par le droit, et cette Mhm. dimension-là est rapidement oubliée dès lors qu'on est dans l'espace du travail passionnel, quoi. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis sur les difficultés qu'éprouvent les enseignants-chercheurs, on a fait venir dans notre laboratoire un super enseignant-chercheur qui est venu nous présenter ses recherches sur le métier d'enseignant-chercheur. La vidéo apparaît à l'écran, donc vous pourrez cliquer dessus. En tout cas, si on revient au métier d'éducateur sportif, je voudrais rappeler que ton ouvrage est préfacé par le sociologue, le professeur Sébastien Floriel, et postfacé, excusez-moi du peu, par Marie-Georges Buffet, ministre communiste historique de la jeunesse et des sports, donc formidable, une formidable aussi postface. Juste pour finir, le métier d'éducateur sportif, enfin, en gros, ton bouquin, il va intéresser qui? Alors, je pense qu'il va intéresser les éducateurs et les éducateurs sportifs, évidemment. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, le fait que ce soit difficile d'exprimer ces difficultés multiples, cette précarité multidimensionnelle, ça va les intéresser, non pas, peut-être pas parce qu'ils vont apprendre et découvrir cette difficulté, parce ils les connaissent, mais ils vont découvrir peut-être les ressorts sociologiques et historiques
de ce qu'ils vivent de manière très sensible au quotidien. Donc ça, je pense que ça va beaucoup les intéresser. Ils vont aussi, alors j'ai mis beaucoup d'extraits d'entretien Ouais. pour que le lecteur accède à la teneur de ces difficultés et à la manière dont elles se concrétisent sensiblement et dans les discours. Donc ça va sans doute aussi beaucoup intéresser les professionnels et les premiers concernés. Je pense aussi que bah, les employeurs qui sont très diversifiés du champ sportif, que ce soit les associations, les institutions publiques, euh, les responsables fédéraux aussi, peuvent, grâce à l'ouvrage, prendre conscience de certaines dimensions du métier qui sont imperceptibles quand on est à leur place et Mhm. ça s'entend bien. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut les intéresser et peut-être même, disons, faciliter, fluidifier les échanges entre employeurs et employés. Il y a par exemple, notamment pour les associations et qui représentent une grande partie des employeurs des éducateurs sportifs, une dimension que j'ai assez longuement traitée, qui est le sale boulot de l'éducateur sportif. Alors, c'est pas du tout une formule péjorative, hein, c'est une formule qui est classique en sociologie et qui nous vient de la sociologie américaine, mais qui décrit toutes les tâches périphériques au cœur du métier. Et il se trouve que dans Mhm. les associations, notamment, l'éducateur sportif est parfois le seul salarié de la structure. Et donc, il est entouré de bénévoles qui donnent de leur temps et qui ont un peu plus de latitude pour choisir ce qu'ils font. Mhm. Spontanément, on va considérer que les tâches un peu plus ingrates reviennent à la seule personne qui est salariée. Et donc, gérer le clubhouse ou la buvette, gérer le matériel, les licences, répondre à un appel à projet pour financer son propre poste. Bon, bah, tout ça, ce sont des tâches qui, en fait, définissent pas le cœur du métier de l'éducateur sportif, mais qui lui sont dévolues d'une manière un peu spontanée. Et donc, c'est ce que j'ai appelé le sale boulot. Ça, par exemple, tout ce développement, je pense que ça peut intéresser les employeurs qui n'ont pas toujours conscience, en fait, de ces effets pervers dans l'organisation de Mhm. leur structure. Je pense aussi que j'aimerais beaucoup que ça intéresse les responsables politiques et institutionnels, puisque si on lit l'ouvrage dans son intégralité, on ne peut que se rendre compte que ce métier présente des spécificités qui nécessiteraient en fait un encadrement légal. On peut faire la comparaison par exemple avec les artistes qui peuvent s'appuyer sur un dispositif, les intermittents du spectacle, etc., qui tient compte, alors sans doute d'une manière imparfaite et sans doute perfectible, mais qui essaie de tenir compte des spécificités de ce métier. Mhm. Bon, on pourrait imaginer qu'il y ait une réflexion politique sur la manière dont on tient compte des spécificités du métier d'éducateur sportif, le décalage temporel, la pénibilité physique, les questions de formation qui sont difficilement lisibles, etc. Donc, je pense que ça peut nourrir une réflexion politique sur le travail dans le champ du sport. Ouais. Merci François, merci pour cet entretien passionnant. Un livre, ouvrage tout autant passionnant. Alors, Artois Presse Université, collection Lien social et vulnérabilité. Comment faire pour se le procurer, François? Alors, on peut se le procurer sur tous les sites des distributeurs classiques en ligne. Et dans l'idéal, on peut aussi le faire commander chez son propre libraire local. Voilà. Entendu. Merci François. J'espère qu'il y aura, voilà, c'était la première fois que tu venais sur la chaîne YouTube Temps de Sport et j'espère qu'il y en aura d'autres. Avec plaisir. Merci à toutes et tous, voilà pour votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez la liker, la commenter, acheter aussi évidemment l'ouvrage, vous procurer ou l'offrir, hein, l'ouvrage de François. Merci. Un petit rappel sur la chaîne YouTube Temps de Sport. Plus de 200 ressources vidéo gratuites, résumés de cours, conseils méthodologiques, présentations d'ouvrages comme ici dans la rubrique Un prof, un livre. Qu'est-ce qu'on a? Portraits d'anciens étudiants en STAPS. Bref, il y a une variété de vidéos. Donc je vous remercie. Encore merci François et à bientôt sur YouTube Temps de Merci. Sport. À bientôt, merci. Au revoir. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.